c'est de faire un rapide tour de présentation pour que tout le monde voit un peu qui est qui, et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Donc, je vais commencer comme ça. Je suis Thierry Veuflin, je suis éleveur de porc bio à Musiac, en GAEC, avec un associé, et on passe toute notre production en vente directe. Voilà. Madame, et puis après on... Muriel Chiez, journaliste pour les infos Pays de Pernay. Bernard Laurent, donc journal Paysan Breton. Rémi Lemaire, installé à Puvigné depuis 4 ans, famille en porc bio, un peu de vente directe, et sinon je travaille avec une bio. Maxime Bottiola, éleveur à Pluvigné, associé avec mon père. On a 1300 de prix et 70% d'autonomie. On travaille avec BVB. Il faut parler un petit peu plus fort, oui, par contre, il faut parler fort. Donc, Maxime Bottiola, je suis installé depuis 3 ans. On a 60 prix, je suis installé avec mon père. Et du coup, on travaille avec BVB. À peu près aussi, on a 70% d'autonomie à la ferme. Donc moi c'est Édouard Boudin et je suis salarié chez Bretagne Grande Bio. Philippe Bouillard, je ne suis pas du tout agriculteur, je suis élu à la commune de Villiers à côté de Musiac. Je suis un copain de Thierry. Nicolas Touchef de la Chambre d'agriculture de Bretagne, basé à Pernay, et je suis conseiller en porc bio pour la région. Charlotte Normand, je suis élue à la ville d'Aurec. Moi c'est Julien Bon, je suis paysan sur le Pays de Galles, et porte-parole de la Confédération paysanne. David Nicolas, je suis éleveur de porc bio à Auban avec mon frère en GAEC. Et la production évolue plus bien. Je suis le journal Revue Bioclimat. Bonjour, Anita Henry, je suis élue à Saint-Nicolas-du-Tertre. Je suis Sabrina Larrette, éleveuse de porc plein air sur la commune de Courbevoie. Jean-Marc Lemoine, du coup on est associés tous les deux. Madame Lecrome, je travaille au parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Éleveur de porc bio à Nézin, en GAEC avec ma femme, pour bio direct. Joël Labbé, sénateur de Morbihan, groupe écologiste du Sénat, chef de file sur les questions agricoles et alimentaires, défenseur de tout ce qui est biodiversité et en lutte permanente contre les pesticides. Parfait. Clément Benet, je suis attaché parlementaire de Metz-Lignet, donc je suis député de la 4e circonscription de Villette, dans le cirque de Romont, du groupe La France Insoumise Nupes, et qui est chef de file sur les questions agricoles pour son groupe. Hélène Codapoiret, je suis adjointe à Étel et vice-présidente à la communauté de communes Aurec-Quiberon pour l'Atlantique, en charge du programme alimentaire territorial. Andréline André, journaliste aussi. Pascal Petit, salarié au sein de l'Union. Alors, Philippe Bourreau, c'est l'éleveur qui me reçoit. Donc, il y a un point qui est direct. J'en prendrai la parole de notre problématique. Voilà. Alors, merci. Et monsieur, vous pouvez vous présenter, on termine juste le tour de... Ouais. Alors, Jean-Luc Josse, le maire de la Croix-Verte. Ancien agriculteur conventionnel et ensuite bio. Je dirais très concerné par cette problématique de la production bio en général. Voilà. Et le porc tout particulièrement. Ok. Et monsieur Jacques Guyon, les infos du Pays Gallo. D'accord. Et Guillaume Rambaud, salarié du GAP 56, le groupement des agriculteurs bio. Je m'en bien. Voilà. Alors, on a prévu le temps aujourd'hui en plusieurs parties. On va d'abord brièvement présenter la situation au niveau plus politique, on va dire, parler un petit peu de la position du réseau des agriculteurs bio et de la Confédération paysanne sur la problématique de la filière porc.
Dans un deuxième temps, on souhaitait aussi faire témoigner des éleveurs de la situation aujourd'hui. C'était vraiment, c'est parti de là, parler de notre situation et comment on la vit, et puis les perspectives qu'on peut avoir sur nos fermes. Voilà, donc il y aura Maxime, Rémi et Philippe qui vont aussi parler de ça. Et puis après, faire un point aussi sur la restauration collective, hein, la loi Egalim, donc qui n'est pas aujourd'hui respectée. Donc c'est un thème qu'on souhaitait mettre en avant, en faisant aussi parler nos organisations économiques de producteurs, qui sont représentées aujourd'hui par Bretagne Viande Bio et puis par R4 Bio. Voilà. Bio direct. Voilà. Bio direct. Voilà. Bio direct. Excuse-moi. Et voilà. Donc, ça vous va comme... Oui. Voilà. Juste une précision, les personnes qui souhaitent faire un tour de ferme, après notre rencontre, la ferme va être ouverte. Faire un tour d'élevage. Et si vous avez des questions aussi durant les témoignages ou autres, il ne faut surtout pas hésiter. C'est aussi un temps informel, hein, donc voilà, il ne faut pas hésiter à lever la main et puis c'est un échange, c'est un temps d'échange. Voilà. Donc je te laisse, Julien. Vous exposez un peu la position de la Confédération paysanne vraiment bien. La Confédération, le GAP 56 et le collectif de producteurs bio ont organisé cette rencontre car la situation est grave pour les paysannes et les paysans, pour les filières bio, filières tant souhaitées et si nécessaires. Depuis 2021, les premiers indicateurs de dégradation des ventes de produits bio ont été constatés. Au vu de la dégradation de la situation, la Confédération paysanne nationale a alerté le gouvernement en mai 2022, qui n'a donné aucune suite à notre inquiétude et à nos demandes. Nous avons insisté constamment, mois après mois, une filière après l'autre, sur le fait que la situation empirait pour les producteurs de lait, de fruits et légumes, de porc. C'est aujourd'hui ce qui nous amène sur cette ferme chez Philippe. La bio ne demande pas moins que d'être traitée à égalité avec les autres filières. Rappelons-le, c'est 270 millions d'euros qui ont été accordés début 2022 aux producteurs de porc conventionnels. Plus d'un an que la Confédération alerte et demande des aides d'urgence pour les producteurs bio. Plus d'un an que le ministère de l'Agriculture se répond par des mesures ridicules, reniant ainsi tous ses engagements envers ces filières. 18% de la surface agricole utile en 2027 en bio, voilà ce qu'ils ont promis. Nous sommes à peine à 10% en 2023 et nous craignons une vague de déconversion. Tous ces producteurs, ces jeunes installés, qui après avoir été incités à produire mieux par des conversions et des installations en bio, se voient abandonnés. La Conf insiste sur l'absolue nécessité et urgence d'une aide forfaitaire à l'actif, mais aussi sur l'absolue nécessité de mesures pour l'application de lois qui ont tant promis aux producteurs. Nous parlons évidemment des lois Egalim 1 et 2. Sur ce point, il ne s'agit pas non plus d'attendre tout de l'échelon national. Les filières bio ont besoin d'actions concrètes. Où en est-on des 20% obligatoires d'alimentation bio dans la Restoco dès 2022 ? 6,6% seulement en mars 2023. 13% dans les cantines scolaires, 1% dans la santé. Les élus locaux ont le devoir d'agir. La région pour les lycées, le département pour les collèges et les mairies pour les écoles. À eux seuls, ils auraient pu absorber les surplus de la production bio qui n'a pas trouvé son public en 2022 et en ce début 2023. Face aux actions menées principalement par la Conf paysanne et la FNAB de fin 2022 à aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture a répondu aux producteurs et productrices par une aide de 10 millions. La filière porc chiffre ses pertes à 30 millions, la filière bovin-lait à 60 millions, et à cela s'ajoutent les pertes non encore chiffrées des autres productions, fruits et légumes, œufs, viande bovine. Les réponses apportées sont insatisfaisantes et doivent évoluer pour éviter des drames, des déconversions de la part d'hommes et de femmes engagés pour la santé de leurs concitoyens, pour la qualité de l'eau, pour alimenter des territoires et pour une planète plus vivable. L'agriculture bio-paysanne contribue efficacement à la reconquête de la qualité de l'eau, de l'air. Elle contribue à la préservation des paysages, à la conservation des sols. Elle démontre ses performances en faveur du climat et de la biodiversité. Elle est un formidable réservoir d'innovation et de changement de pratiques accessibles à l'ensemble des agriculteurs.
Son utilité pour le bien commun mérite qu'elle soit plus considérée à sa juste valeur et qu'elle puisse être accompagnée dans un contexte économique plus difficile en ce moment. Aussi, nous en appelons aux élus de tous les territoires, de tous bords, de se mobiliser et d'agir dans les plus brefs délais pour Philippe, Rémi, Maxime, Thierry, Nico et tous les autres qui attendent cette aide salutaire. Donc, merci Julien. Effectivement, par rapport à la situation de l'élevage de porc, le contexte inflationniste et la conjoncture défavorable à l'agriculture biologique impactent de plein fouet la filière porcine bio, ses opérateurs, ses éleveurs et ses éleveuses. Le prix de l'énergie et le prix des aliments augmentent alors que les débouchés se resserrent, entraînant un effet ciseau que les éleveurs et éleveuses ne peuvent supporter sur le long cours. La situation, en fait, aujourd'hui, s'explique par une politique ambitieuse de développement de la bio, mais qui n'a pas été suffisamment accompagnée par les pouvoirs publics. En 2017, afin d'encourager le développement de cette filière vertueuse et de porter une montée en gamme des produits de consommation alimentaire, l'État a demandé aux organismes professionnels agricoles de porter un plan de filière ambitieux pour les 5 années suivantes, s'appuyant sur la législation Egalim, comme l'a dit Julien, pour favoriser de nouveaux débouchés pour les filières de qualité. Le projet de développement visait une évolution de 0,5% du volume de porc national produit en bio à 5% en 2022. L'objectif, c'était d'atteindre 5% des porcs en bio en 2022 en France. Le constat en ce début d'année 2023 est le suivant. La filière porcine bio représente 1,5% du volume global et est en crise. L'offre excède la demande. Pour autant, des solutions existent, telles que la réglementation imposant 20% de produits bio en restauration collective, une réglementation qui n'est pas respectée. Alors nous, ici, les éleveurs et éleveuses, on est un collectif qui sollicite l'ensemble des élus locaux, c'est pour ça qu'on les a aussi interpellés aujourd'hui, pour qu'ils soient le relais de notre cri d'alerte. L'État se doit d'assumer ses responsabilités, de faire appliquer les obligations de la loi Egalim. Les potentiels de ce débouché permettraient de réguler l'excédent d'offres en porc bio sur le marché et de tenir les objectifs affichés il y a 5 ans en termes de montée en gamme et de relocalisation des approvisionnements en produits alimentaires. Notre collectif et les organisations économiques de producteurs sont disposés à envisager toutes les solutions d'appro. Il y a déjà des choses qui sont mises en place, nous en parlerons tout à l'heure, en porc bio et locaux auprès des restaurations collectives. Bien sûr, il est également nécessaire d'accompagner directement, c'est ce qu'on a demandé au ministère, nos élevages et nos filières pour éviter leur déstructuration. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. La filière est véritablement en difficulté, les producteurs sont véritablement en difficulté. On a demandé un plan de soutien au ministère à la hauteur des enjeux, avec notamment des aides directes de trésorerie aux producteurs et une application formelle de la législation Egalim. On n'a pas été entendu. Nos organisations, Confédération Paysanne, FNAP, Forêt Bio, qui regroupe RK Bio et Bretagne Viande Bio, ont déployé à la suite de cette demande et la fin de non-recevoir du ministère une banderole au salon de l'agriculture biométrisée, bio-enterrée sur le stand de l'agence bio. Les filières conventionnelles obtiennent des enveloppes significatives pour faire face à leurs difficultés conjoncturelles. Et une fois encore, la bio est le parent pauvre du soutien public. Alors, notre collectif, il est constitué d'agriculteurs et d'agriculteuses bio, des femmes et des hommes qui ont fait le choix d'un mode de production agricole alternatif, en accord avec leurs valeurs et les attentes sociétales. Un mode de production qui est respectueux de l'environnement, du climat, des animaux et des hommes. Nous avons besoin de vous, des élus, des consommateurs, des politiques, pour continuer à exercer notre métier. On vous demande de les relayer largement et de porter nos messages. Je voulais juste faire un rappel. Il y a une tribune dans le contexte qu'on a connu qui m'a fait bien plaisir, que Joël notamment et bien d'autres peut-être ici ont signé, une tribune qui est parue dans Le Monde en janvier, voilà,
de plus de 250 personnes, notamment beaucoup de gens de l'INSERM, de l'Institut national de la santé, de l'INRA, du CNRS, du Muséum d'histoire naturelle, des élus engagés. Voilà, il y a 8 pages de signataires, d'accord. Et cette tribune, elle visait à dire que dans le contexte de l'urgence climatique, l'agriculture biologique doit être soutenue. En fait, le gouvernement a notamment mis un terme aux aides au maintien à l'agriculture biologique, d'accord, qui reconnaissait les pratiques mises en œuvre par les agriculteurs qui étaient déjà en bio. Et donc le signal est très très mauvais par rapport au regard des aides qui peuvent être apportées à des cahiers des charges qui valent rien dire ou à des labels qui sont mis en place comme haute valeur environnementale, il n'y a rien derrière. Et donc ça c'est vraiment problématique. Le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, il a préconisé de massifier rapidement la bio comme un modèle d'agroécologie. La Cour des comptes a sorti en 2022 un rapport qui somme aussi le ministère de soutenir massivement l'agriculture biologique. L'INSERM a rendu des études effectivement sur la santé humaine, la progression des cancers, etc. et sur le fait que les pesticides étaient mis en cause. Je ne vous parle pas de la qualité de l'eau, aujourd'hui les problématiques qu'on connaît en Bretagne, où tous les spécialistes s'accordent à dire que la bio doit être soutenue et mise en place massivement déjà par le simple fait qu'on n'utilise pas d'engrais chimiques et de produits chimiques de synthèse. Voilà. Donc le problème est grave, les enjeux sont vitaux pour les territoires, les citoyens et les générations futures. Et aujourd'hui, les producteurs de porc, les éleveurs, on sent abandonnés, comme a dit un collègue dans le 29, et c'est dur à vivre. Donc voilà, j'en ai terminé. Ce qu'on pensait, c'était d'enchaîner sur simplement des témoignages de... Et des questions peut-être là-dessus, mais on pourra y revenir aussi tout à l'heure. Tu peux commencer, Philippe, peut-être, et puis après les gars, vous... Oui. Alors, je sais pas si ça me fait pas, alors, vous allez commencer par le plus vieux d'équipe. Moi, je suis en fin de carrière. Donc, aujourd'hui, on a 60 truies, naisseurs en masseurs. Donc, naisseurs en masseurs, ça veut dire on garde tous les soleils et on les emmène tous à l'abattoir. Là, c'est ma situation d'aujourd'hui. Donc, il y a 6 mois, j'étais donc à 120 truies. Et la moitié des porcelets étaient commercialisés par le biais de Biodirect. Et on a fait le choix, pour 2 raisons, il ne faut pas le cacher, d'arrêter cette activité de vente aux porcelets. Donc c'est pour ça qu'on a réduit de 50% d'effectifs. Donc on l'a arrêté pour 2 raisons, parce que je commence à vieillir, ma compagne aussi. Je rappelle qu'on est 3 sur la ferme. On est 2 associés et un salarié. Donc on avait une volonté de toute façon de réduire. Et la deuxième, en fait, on a quand même été largement alerté par une filière de réduction des effectifs. Donc nous, on était en capacité de le faire. Donc on l'a fait. Globalement, dans nos éleveurs de structure, peut-être que tu pourras le présenter ici, un quart, 15% de nos cochons commercialisés sont payés au prix du conventionnel. Alors pourquoi? Parce que après, j'ai pas forcément les chiffres, mais je dois calculer. La filière n'arrive seulement à commercialiser que 30% de nos porcs, excusez-moi, partent dans le conventionnel parce qu'ils ne trouvent pas preneur dans le circuit bio. Donc 30% c'est énorme. Alors quand je dis c'est énorme, est-ce que le différentiel de prix entre notre prix d'équilibre à nous et le prix de vente du conventionnel, il est à peu près un différentiel de 1 euro, 1,50 €. C'est énorme. Ça fait qu'en fait, sur un porc bio qui part
En conventionnel, il y a environ entre 150, au minimum 150 euros de perte. Donc dans mon élevage, moi ça me représente, j'ai 1200 porcs, je commercialise 1200 porcs. Donc j'ai un peu plus de 120 porcs qui sont payés, à peu près 150 porcs qui vont être rémunérés en conventionnel. Donc de ce fait-là, j'ai déjà d'emblée une perte de 25 000 euros. Alors, moi je suis en fin de carrière. Je suis en capacité de résister, puisque j'ai quand même des annuités qui se sont nettement, même si on en a toujours un peu, mais vous avez bien compris que notre élevage est amorti. Bon, c'était pas le cas de mes collègues. Donc, sur ce critère-là, donc j'ai une perte évidente, et puis l'autre, et qui est globale aux prises de l'inflation, je ne parle pas des charges et des coûts alimentaires. Donc ici, moi, je fais une FAF. FAF, ça veut dire je fabrique de l'aliment à la ferme. Donc j'ai une petite résilience avec ça. Par contre, les chiffres, moi, mes résultats comptables, c'est au mois de mai. Je sais d'ici que ça sera négatif parce que notre ouverture de crédit, donc ouverture de crédit, c'est un compte débiteur qui fonctionne déjà à fond. Alors, nous, on a la capacité de réinjecter un peu d'argent dedans, donc ça colle. Donc ça, c'est ma première effet de crise, parce que je crois qu'on a 5 minutes, on n'a pas trop mal. Deuxième préoccupation de notre structure, c'est la transmission. L'attractivité avec cette crise a fortement diminué. Donc, malgré tout, bon, j'ai quelqu'un qui s'y intéresse. Par contre, moi, je me pose des questions. Est-ce que si la conjoncture ne s'améliore pas, évidemment, le banquier va certainement, ça va être lui le décisionnaire. Je vois ça. Donc, bon, pour moi, la transmission est une forte inquiétude. Et bon, je ne voulais pas trop en parler, mais ce serait vraiment une situation d'échec d'être obligé de voir un repreneur repartir en ville. Nous, ça fait 15 ans qu'on a fait la conversion, j'étais en conventionnel avant. Je pourrais le détailler un peu plus tout à l'heure dans la visite, pour les personnes qui veulent visiter la ferme. Ça serait vraiment un échec. Donc, on est optimiste, puisqu'il faut quand même l'être. Je pense qu'il va falloir que nous, on trouve le moyen de le faire, mais c'est une grosse préoccupation. Là, moi, j'en ai fini pour moi. Tu as gardé toutes tes terres, tu n'as pas vendu de terres quand tu as baissé ton effectif. Oui. Tu as gardé toutes tes terres, toi. Ah oui, j'ai bon. Le seul avantage, c'est que j'ai gagné en autonomie, c'est clair. Ouais, voilà. Ça, c'est un point positif, qu'on ne peut-être pas dire avant. Quand on dit autonomie alimentaire, donc j'y gagne. Donc, et j'ai conservé toutes nos terres, bien sûr. Rémi, tu peux... C'est moi qui enchaîne. Ouais, donc Rémi Levert, cuisinier, je suis Morbihan, côté de Ray. Je parle fort, ouais. J'ai repris une exploitation après Thiers il y a 5 ans. C'était des bâtiments conventionnels, sachant que, enfin ça on n'en a pas parlé, mais les travaux sont assez conséquents, que ce soit en construction ou en rénovation, pour répondre aux normes du port bio, donc avec accès extérieur, fourrette, ainsi de suite. Donc c'est des investissements qui sont assez coûteux pour répondre à la réglementation. J'ai fait les travaux, donc je travaille avec un groupement qui s'appelle Unebio, qui fait partie des groupements biohistoriques, BVBio Biodirect. Voilà, en phase d'installation, j'étais pas encore en vitesse de croisière, qu'on nous a imposé, enfin comme dans tous les groupements, on nous impose des quotas de production. En fait, j'étais censé, avec 30 truies, je n'ai pas parlé, sortir 600 cochons à l'année, donc c'est plus 600, c'est 400, et bientôt ce sera plus que 350 ou 320. Une vie à l'époque autour de 3,60 €, qui va baisser. 3,45, 3,40, donc on n'est pas on n'arrive pas au prix du prix, donc c'est juste pas possible
financièrement de continuer comme ça. Voilà, donc moi j'ai 36 ans, j'y croyais, j'y crois toujours, mais on se pose des questions très clairement. Voilà. Forcément on a des investissements, ainsi de suite, si tu peux plus payer parce que le prix n'est pas suffisant. Je suis autonome à 70% au niveau de mes céréales. L'aliment complémentaire, c'est 1250, 1280 € la tonne. Donc la dernière livraison, hein, en plus, il y a des contraintes au niveau des usines, le minimum de fabrication, et ainsi de suite. Hein. C'est 12-15 000 € d'aliments à chaque fois, et l'autre cochon ne paye même pas paye à peine l'aliment. Donc c'est... Ouais, c'est... Voilà, bon, je suis pas là... Enfin, je parle de ça librement, voilà, j'ai cru à la filière, j'y crois toujours, mais ça craint. Sachant que, après moi j'ai bossé à l'extérieur avant de m'installer, mes parents sont agriculteurs en bio aussi depuis, en poule pondeuse depuis très longtemps. Voilà, on est convaincus, mais les convictions ça va bien, mais après il y a une réalité économique et pour l'instant ça le fait encore, mais bientôt ça le fera plus. Voilà, je pose la parole à Là, je suis à Pluvigny aussi, donc voisin de Rémi, et du coup mon père est agriculteur et il a eu un souci sanitaire en 2017. C'est là que c'était venu la question de je m'installe ou je m'installe pas. Et du coup moi je voulais pas faire du conventionnel, c'était une évidence que je voulais faire du bio. Et j'ai réussi à convaincre mon père du coup à lancer un projet en commun tous les deux en bio. Lui, il avait fait du plein air auparavant, donc c'était hors de question de revenir avec les animaux dehors, l'hiver et tout. Donc on a investi dans des bâtiments. Donc c'est des bâtiments simples, mais c'est très coûteux parce qu'il y a énormément de surface. Et du coup, mon père aujourd'hui, c'est sans regret au niveau des champs et tout. Il voit vraiment la différence. On apprécie le confort, le bien-être des animaux, même s'ils sont en bâtiment, de par les courettes extérieures, c'est totalement différent. Mais voilà, depuis un an, on commence à nous imposer ces quotas-là. Donc aujourd'hui, nous, avec des bébés, on est encore qu'à moins 10%. Mais bon, quand on avait une étude économique qui était basée sur 1200 cochons à l'année vendus, on peut qu'en vendre 1080. Ça, je veux dire, forcément, la rentabilité, aujourd'hui, on creuse l'ouverture de crédit, comme tout le monde, forcément, ça ne suit pas, quoi. Alors après, moi, le bio, aujourd'hui, je ne reviendrai pas en arrière, c'est hors de question. Je ne sais pas jusqu'où on pourra tenir comme ça, mais pour moi, c'est une évidence. L'agriculture, elle tend à aller vers là et continuera par là. C'est-à-dire, c'est du bon sens, mais il faut peut-être attendre. Il y a peut-être une question générationnelle, peut-être, mais on attendra. Ou j'espère que, du coup, au niveau de l'État, qu'ils n'aient pas des doubles discours là-dessus et qu'ils soutiennent ça. Voilà, qu'il faut mettre les moyens comme ils ont mis il y a un an au niveau du conventionnel. Et pour compléter juste sur le... Alors, le ministère a sorti un plan de soutien à la filière de porc bio, mais qui est pas du tout adapté parce que ce qu'ils ont donné là, c'était il fallait faire les dossiers là pour ces jours-ci. Pas grand monde a été. Ils ont mis une aide à l'investissement. Et c'est pas ça que vous avez compris, c'est pas ça qu'on a besoin. Donc je pense qu'il n'y a aucun agriculteur, éleveur de porc qui a demandé cette aide à l'investissement parce que c'est une aide à la trésorerie et une aide ponctuelle directe que les éleveurs avaient besoin. Et ils ont dit, tant que ce crédit d'aide à l'investissement n'est pas consommé, il n'y aura rien d'autre. Voilà. Voilà. Merci les gars. Est-ce qu'il y a des questions sur les témoignages là ou ce sera dans un deuxième temps Oui. En termes d'investissement, sur la conversion, sur les exploitations, ça représente combien du coup? En chiffres, on raisonne en nombre de places, si tu veux. Nombre de places par. De truies, truies et suites, ça fait à peu près. Ça fait 10 000 € de la place à peu près, quoi. De truies par truie. Ouais, truies et suites, quoi. Ça va de 10 à 15 000 € par truie. Ouais. Donc 30 truies, 300 000 €, quoi.
ça reste des choses simples, hein. C'est pas des bâtiments énergivores, il n'y a pas de ventilation, c'est statique, c'est la surface. Et pourtant, on a tous des élevages avec une certaine autonomie sur la ferme, donc on est quand même assez résilient. Ouais, on a la chance, en tout cas, de bien s'entendre avec votre banquier, qui est compréhensif. D'accord. On peut... Ouais, vas-y, Joël. Il y a aussi la question du rôle de la grande distribution, même si les produits bio, les meilleures solutions sont locales et de proximité, mais malgré tout, et la grande distribution prend des surmarges sur les produits bio, bien au-delà des produits conventionnels. Alors on a obtenu, c'est des petites choses, mais du gouvernement, et qu'il y ait une étude qui soit menée là-dessus pour contrer cet aspect-là et interdire ces surmarges-là. Je ne sais pas si c'est le moment, mais non, alors il y a un autre aspect qui vous pénalise, la question des labels et l'arrivée sur les territoires du label HVE, haute valeur environnementale, qui casse complètement la dynamique bio. Nous, on s'est rendu compte que ça ne peut pas ne pas être volontaire. On sait depuis des années que le bio reste le parent pauvre, il existe là, mais il ne faut pas trop, bien qu'il y ait les grands discours d'objectifs. Et la question du label HVE, on a été plusieurs à lutter avec force contre, et puis vos organisations également. Malgré tout, il est en place et il le valorise. Il progresse. Et il progresse, oui. Ouais. Et il n'a rien à voir. Parce qu'on en avait discuté avec vos organisations. Il était acceptable si ça avait été un palier avant d'arriver au bio, à savoir un premier stade, parce que effectivement ce sont quelques efforts, donc que ce soit un premier stade avant d'arriver à la labellisation bio, que les uns et les autres on demande avec force qu'il ne soit pas touché, ce label, dans ses exigences. Alors sur les pouvoirs publics, il y a plein à dire, quoi. Effectivement, c'est la loi 20% de bio dans la restauration collective. C'est la loi, ça devrait être appliqué. Le ministre, quand on l'interpelle là-dessus, il ne répond pas. Ça se fait pas comme ça. Alors, quelqu'un évoquait les élus locaux tout à l'heure. Je pense que les élus locaux doivent avoir un rôle à jouer. Je réfléchissais en même temps parce qu'il y a vraiment une nécessité forte de mobilisation de tous ceux qui tiennent à ces filières, à vos filières. J'avais lancé ça pour le frelon asiatique. Quel rapport, vous allez dire? Pour le frelon asiatique, on s'était dit, il y a un vrai péril. On réunit l'ensemble des maires du Morbihan, et ça avait bien répondu. De telle sorte qu'il y a un référent par commune. Ça a marché, ça, pour la lutte contre le frelon asiatique. Et là, je me disais, est-ce que ce ne serait pas le moment, moi je veux bien m'y engager, pour provoquer avec l'association des maires du Morbihan, avec le conseil départemental, de dire il y a un vrai problème, un vrai sujet sur la bio, qui est présente sur pratiquement tous les territoires de toutes les communes, qui est, d'abord on se réunit pour en discuter, qui est un référent bio, ce qu'on proposerait un référent bio par commune, lequel aurait en charge notamment de veiller à l'évolution positive de la bio dans la restauration scolaire. Voilà les quelques... Parce que moi, je pense aussi que c'est le moment ou jamais de mobiliser. Alors, on parle des conversions maintenant, mais c'est inentendable, ça. Alors que tout est fait pour qu'on aille vers un développement. Et puis, en plus, avec les objectifs, les 18% et tout, les objectifs européens de 25%. Et nous, c'est en train de se passer comme ça et on va laisser faire. Il y a un autre aspect sur les produits, sur le coût des produits bio. On va dire, ouais, mais c'est plus cher maintenant, c'est réservé à une certaine catégorie et tout ça. En fait, si on prend en compte les externalités négatives générées par l'agriculture conventionnelle, et qu'on le fait payer, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les contribuables ou les consommateurs qui payent le différentiel, eh bien si on prend ça en ligne de compte,
ou si on met en place, on en a discuté avec, pour une autre PAC, dont vos organisations font partie, la mise en place de paiements pour services environnementaux. Les agricultures que vous menez, les élevages, n'ont pas d'impact négatif sur l'environnement. Qualité de l'eau, qualité du sol, qualité de l'air, santé humaine, autant de sujets qui coûtent à la société que vos pratiques font économiser à la société. Et là, c'est avec force qu'on continue de demander à ce que ce soit pris en compte. Et là, ça changerait la donne. Et évidemment, d'abord, il n'y aurait pas de déconversion, et ça inciterait à la conversion un certain nombre d'autres... J'ai en fini avec ça, l'aide au maintien. Donc l'aide au maintien au moment où il y en avait besoin, l'aide au maintien terminée. Et on transfère ça dans l'aide à la conversion. Et là, il y a des gens, on ne va pas le leur reprocher, il y a de l'aide pour la conversion. Mais des gens qui n'étaient pas, on ne va pas dire militants, mais hyper convaincus d'y aller, parce qu'on dit, il y a de l'argent pour le faire, on y va, ça nous aide à le faire. Seulement, ça fait, sur un temps, ça a fait plus de produits, et ce qui a fait que le marché n'a pas véritablement suivi. Donc, autant de sujets à mettre sur la table. Et comme tu disais tout à l'heure, quand la filière bio-conventionnelle est en difficulté, ce qui arrive, là tout de suite, les pouvoirs publics, le ministère dégage des sommes d'argent pour aider les éleveurs, ce qui est logique. Mais justement, pourquoi il n'y aurait pas des aides spécifiques aux éleveurs et pas des miettes de 10 millions d'euros comme ça a été décidé la dernière fois. Enfin voilà. Moi, je voudrais intervenir, je reviens un petit peu sur ce. On est en train de. Moi, je me demande si on n'est pas en train de vouloir. La bio a progressé, je pense qu'on veut la stopper. Moi, j'ai cette impression-là dans les réunions syndicales bassin versant, des choses comme ça. Quand on exprime une certaine volonté, on sent qu'il y a un certain blocage. Bon. Je pense que derrière, il doit y avoir tous ces fameuses coopératives et tout ça derrière qui ont vu que la bio progressait. Je pense peut-être qu'il leur échappait aussi. Il y a peut-être ça aussi. Et donc, je pense que derrière, on sent un frein. On sent, mais je vous dirais qu'en ce moment, ça freine même des deux pieds. Hein. C'est assez impressionnant. Moi, je vois que je vais dans des réunions où je reviens complètement dépité. La façon dont on nous massacre. Parce que c'est un peu un certain massacre. Quand les conventionnels vous disent que nous, oui, mais nous, c'est d'économie. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, le bio. À la limite, le bio, vous occupez le terrain, mais vous survivez. C'est un peu ça. Donc, moi, j'ai voulu venir aujourd'hui parce que je dirais que ça m'inquiète beaucoup, parce que je pense que l'idée est bonne de montrer aux maires, en fait, parce qu'on a du mal aussi à s'imposer, hein, de montrer aux maires que c'est le vivier, en fait, hein, l'agriculture bio, c'est le vivier, c'est l'avenir, c'est ce que moi je suis convaincu aussi. Quand on voit dans nos communes le nombre d'élevages laitiers qui est en train de s'effondrer, et que de l'autre côté, au niveau de la qualité de l'eau, il va falloir l'améliorer. Alors on va mettre des parcelles de prairies en culture, et on nous dit qu'on va atteindre la qualité de l'eau en 2027. C'est du leurre. Donc il faut que vous sachiez, hein, il y a quand même un certain blocage des élus, et ça me... je dirais des élus de la profession agricole. Moi, j'avoue que ça me... je suis un petit peu... Par moment, je vais vous dire, je suis dépité parce que on se demande s'il y avoir une prise de conscience à un moment. Donc ça, c'est quand même assez grave. Et je pense qu'il faut alerter les maires. Parce que des fois, quand on dit, normalement, la loi Egalim, c'est 20%. Les maires, ah ouais, mais ça coûte trop cher, le conventionnel a quand même monté en prix aussi. Donc l'écart, il se réduit. Et il y a une autre chose aussi, c'est que dans certaines grandes surfaces, on ne trouve même plus de produits bio. Comment se fait-il qu'on trouve plus de produits bio? Donc, quand on nous dit qu'il y a surproduction, mais on ne le propose pas à la vente. Donc, il y a quand même aussi un gros souci. Donc, moi, je crois qu'il y a une volonté derrière de garder le bio, mais dans une proportion assez infime, en fait. Une niche, où on peut se faire, à la limite, je rejoins tout à l'heure, où les grandes surfaces peuvent se faire de la marge, en fait, en restant dans la niche. Mais en fait, tout le monde a le droit à une alimentation saine. Et en plus, c'est vrai qu'au niveau de la qualité de l'eau, je ne vois pas comment on va y arriver si on ne pratique pas cette agriculture. Donc ça, je vous dis, on se heurte quand même à un certain niveau. Voilà.
Après, c'est quand même, c'est important de montrer aux élus l'importance de l'agriculture bio et aussi de sa rentabilité économique, parce qu'on est toujours en train de... Moi, ce qui m'agace, c'est qu'on a l'air de dire que le bio, ça survit, en fait. Hein, alors que c'est bon, c'est quand même, je dirais que quand ça s'en sort plutôt bien. Quand on a une certaine autonomie, même encore maintenant, on arrive encore à s'en sortir. Donc ça veut dire que c'est viable. Il suffit de lui donner, et comme vous dites, si on lui donne les 20% si tout le monde arrive à 20% dans l'alimentation collective, on y arrivera. Voilà. Quand tu parlais de marge, de la grande distribution, ainsi de suite, hein, 8 ans dernier chez Inter, après c'est pas les seuls, nous pour un kilo qui nous est payé 3,50, sur 3,60, après je pense que ça dépend des grilles, 84 € le kilo de jambon chez Intermarché l'été dernier, à la coupe. Tu l'as vu aussi Oui, parce que... ils sont trompés de chiffre ou c'est une volonté? Justement, par rapport à notamment la restauration collective, on va donner la parole aux organisations économiques, BioDirect et BVB, comme ça vous allez aussi pouvoir parler un peu de votre situation et puis des solutions peut-être pour la restauration collective ou les choses comme ça. Voilà, donc Pascal, je te laisse la... Ouais, juste en préambule à titre personnel, en fait, je suis vraiment révolté. En fait. Ça fait une dizaine d'années que je suis en bio, en tant que technicien. Responsable technique. Avant, j'étais en conventionnel. La structure, je ne vais pas la citer. C'est vrai que quand je suis arrivé en bio, j'y allais avec des... Alors, c'était peut-être utopique, hein, mais j'y allais aussi parce que j'ai passé 40 ans, des enfants. J'avais envie aussi de mettre ma pierre à l'édifice sur l'agroécologie, sur la planète demain, etc. Et quand je suis du milieu agricole, j'y ai cru, en fait, comme vous. Quoi. Et j'y crois encore. Mais c'est vrai que du coup, pendant ces 10 années, j'ai installé pas mal d'éleveurs. Il y a des éleveurs qui sont ici. J'ai travaillé avec eux. Au sein de BioDirect, là maintenant, depuis 4-5 ans, il y a pas mal de jeunes investisseurs qui sont, comme Maxime, à BVB, là, qui sont installés avec des charges financières importantes. On va pas dire très importantes par rapport au conventionnel, mais importantes. Et là, en fait, je me sens responsable, en fait, aujourd'hui, de la situation de certains d'entre vous. Et c'est pas normal, quoi. Alors qu'en 2017, comme tu l'as dit tout à l'heure, Pierre-Yves, c'est vrai qu'il y avait la loi Egalim qui pouvait nous couvrir un petit peu, il y avait des volontés politiques, des élus qui nous suivaient, il y avait cette prise de conscience collective, en fait, hein, la planète va à Wallo, et là, aujourd'hui, on est juste cher, il y a un point d'inflation, bah non, en fait, on est toujours au même problème, on pollue, on détruit la planète, et on a des éleveurs qui ont le courage. On est en Bretagne, on est quand même bien impacté par tout ce qu'on a pu faire par le passé. Et ces alternatives-là, on leur coupe l'herbe sous le pied et on est à 2 doigts de déconvertir quasiment toutes nos surfaces. Hein, ça se joue à très peu, à quelques mois près. Hein, je pense qu'on est sous coup près d'une déconversion massive en fait, de nos terres. Et c'est pas normal, en fait. Je sais pas que vous êtes tous parents, vous êtes tous... c'est pas normal. Quoi. Donc là, c'est à titre personnel. Pour le groupement, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que là, depuis 3 ans, on a les éleveurs, parce que le groupement BioDirect appartient aux éleveurs. Les éleveurs ont décidé de diminuer la production. On était à 55 000 porcs il y a 3 ans, on va arriver à 46 000 porcs cette année. Comme le disait tout à l'heure Philippe, là, on diminue le troupeau de truies, donc des éleveurs qui étaient... en passe d'arriver au beau jour de la retraite, là on va accepter de diminuer et ça a des conséquences. Hein. Olivier Hainaut qui avait les porcelets de Philippe, on va avoir un nouvel approvisionnement, donc de nouvelles difficultés sanitaires, etc. à anticiper. Mais voilà, tous les deux on va accepter de jouer le jeu. Donc le troupeau de truies on va le diminuer parce qu'aujourd'hui on ne peut plus... là où on était à 1000 porcs à la semaine il y a 1 an, 1 an et demi, 2 ans, aujourd'hui on est péniblement à 850 porcs à la semaine. Parce que c'est vrai que là, l'inflation, le commerce, le marasme, les tirs à boulet rouge de tout le monde là, sur la bio, en fait, on n'achète plus bio parce que c'est cher, non. En fait, il y a plein de produits au travers de la bio, quoi. On s'en rend compte, même au travers de notre saisonnerie, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour le groupement, pour la pérennité du groupement, pour la pérennité de nos élevages. Pascal, juste une question, vous abattez où BioDirect? Charal. Charal à Sablé. À Sablé, d'accord.
C'est le principe de la prestation. Parce que le biodirect, on a installé dedans, enfin, les éleveurs ont installé dedans, et on transforme la quasi-intégralité de nos cochons. Ça met sur ça. Comment? Ça met sur ça. Sabé sur ça, ouais. Ouais, les porcs sont abattus à sabé et transformés dans le 35. D'accord. Ils retiennent en carcasse dans le 35. Voilà, exactement. Okay. Ouais, exactement. Ouais. Ça, c'est suite à, pour le petite histoire, c'est suite au divorce avec la Coperne. En fait, avant, c'était abattu à la Coperne. Il a fallu trouver une alternative. On est sur Charal aujourd'hui, comme on pourrait être sur un abattoir plus local demain ou après-demain. Pour précipiter un peu les choses, on a été sur cette stratégie. Donc voilà, je me perds un petit peu. Donc ouais, pour le groupement, en fait, comme le disait tout à l'heure aussi Philippe, on a choisi au-delà de la mise en place d'un quota de production, d'un niveau de production que les éleveurs, comme je disais tout à l'heure Rémi, ne doivent pas dépasser. En plus, on doit déclasser aussi, donc double peine. Sur chaque bordereau de vente, les éleveurs ont en effet des porcs de déclasser sur leur bordereau. Donc c'est vrai que ça commence à faire un petit peu lourd quant au prix de revient du porc de chaque éleveur. Et le fameux effet ciseau dont tu parlais tout à l'heure, Pierre-Yves, il est cette année extraordinaire. Les matières premières, les céréales ont augmenté de façon exponentielle. Les démarches, même comme la nôtre au sein de Biodirect, on est sur une démarche 100% française, donc avec des sojas français. Et là, c'est inatteignable. Hein. Le soja était il y a 3 ans à 600 €. Aujourd'hui, il est à 1200, 1300 €. Enfin, c'est incroyable. Les minéraux, même si c'est une frange minime de nos formules, ont pris quasiment 800 € la tonne aussi. Toute matière première confondue, c'est 100 à 150 € de plus, que ce soit un orge, un triticale, une févrole, un poids, et j'en passe et des meilleurs. L'énergie, donc l'électricité, on s'est tous fait, tous les contrats ont été revus et corrigés, et ça bien à la hausse. Le GNR qui a augmenté, la liste est longue. Donc c'est vrai que là pour le coup, l'effet ciseau c'est une réalité. Mais par contre, les éleveurs y croient encore et demandent juste au pouvoir public, aux maires, de nous accompagner. En fait, c'est pas possible. On n'est pas passé à côté on n'est pas passé à côté de vous. Quoi. Vous avez besoin de nous comme on a besoin de vous. Quoi. Il faut qu'on redessine demain ensemble quoi, pour nos enfants. Il faut le faire pour nos enfants. Si on le fait pas pour nous, il faut le faire pour nos enfants. Voilà. J'ai quelque chose en tête, est-ce que je peux intervenir avant la prise de parole? Alors en fait, moi, j'avais compris que j'ai 40 années d'éleveur de porc. J'avais 27 en conventionnel et 15 en bio. Et ben, des crises en bio, en conventionnel, j'en ai vécu plein. Tous les 3 ans, paf, obligé de faire des prêts de trésorerie et tout ça. Mais là où je veux faire un lien avec la filière, mais moi je pense qu'aujourd'hui c'est la première fois qu'on subit une crise assez. On s'y attendait quand même pas. Et la réaction des structures et des éleveurs, et de nos éleveurs, on a fait le choix de réduire. De mémoire, dans mon ancienne carrière, je n'ai pas vu ça. On attendait plutôt que ça se passe. Que les éleveurs résistent, et puis après on se repartage la production. En conventionnel, c'est un petit peu ça. Là, aujourd'hui en bio, moi je pense que quand on parle d'aide, moi je pense que c'est quand même un acte fort de réduire, de réduire nos effectifs pour que tout le monde, pour que tous, on puisse résister. Parce que le déclassement, c'est pas une solution. Donc oui, on va réduire. On va essayer de rééquilibrer sur le marché. Mais en attendant, nous, on souffre quand même. Parce que là, on souffre du déclassement, du paiement. Et moi, je pense que l'aide de l'État, elle pourrait quand même être ciblée là-dessus. Moi, c'est un avis personnel, c'est pas un avis qui a été discuté dans les structures. Mais je pense quand même que c'est un acte fort des éleveurs de réduction d'effectifs pour pouvoir résister et pour pas nous éliminer entre nous, pour pouvoir pour que tout le monde puisse repartir. Et juste la deuxième chose, alors
Pascal n'en a pas trop parlé, mais peut-être par leader, hein, je sais pas. Et c'est vrai que les structures spécialisées bio, les filières spécialisées bio sont nettement plus impactées que les autres structures. Il y a des structures où ils font une partie conventionnelle et une partie bio. Donc, je pense que pour eux, je pense, hein, je ne suis pas vraiment dans leur je pense que c'est plus facile. Mais pour nos groupes qui sont spécialisés, notre commerce c'est que du bio. Eh bien, on n'a pas d'autres issues en fait. Je pense qu'un soutien de la filière du pouvoir public, je pense que c'est quand même il y a déjà eu quelque chose, les supinettes. Et le jour où notre filière va s'écrouler, parce que parfois, bon, on a des inquiétudes quand même. Le jour où notre filière coule, nous on coule. C'est clair. Donc là, c'est peut-être un pessimiste, mais c'est quand même. C'est réaliste. On a cette peur-là. Moi également, je me suis installé en 94, j'en ai en conventionnel, je suis passé en bio en 2009, j'en ai vu pas mal déjà passer des crises. Hein. Mais celle-là, moi je l'ai pas vu venir beaucoup non plus. Et elle est bien sévère et surtout, comment dire, c'est une implosion. On va au dernier vivant. Tout le monde passe à la trappe discrètement, et puis il restera quelques-uns connus par là, mais tout ce qui va rester à ce train-là. Est-ce que vous pouvez redéfinir, s'il vous plaît, ce que vous demandez à l'État aujourd'hui comme aide directe? Vous aviez mentionné, je crois, tout à l'heure, des montants, vous aviez évalué des pertes pour la filière. Alors, la filière porc chiffre ses pertes à 30 millions d'euros. Donc on les chiffre par rapport au déclassement ou au fait qu'on a mis en place des quotas ou comment, par rapport au coût de l'aliment, de l'énergie, c'est tout ça. C'est une remontée de terrain en fait, qu'il y a. Et puis comme je le fais, la filière bovin est 60 millions et plus toutes les autres productions. Quoi. Et puis les annonces du ministère, c'est 10 millions, mais pour l'ensemble des filières. On rappelle quand même qu'en France, il y a 60 000 fermes bio. Donc si tu rapportes ça à 10 millions, ça fait 166 € par ferme. C'est trop. Alors Edouard, tu peux parler pour BVB ici Donc Bretagne Viande Bio, c'est un groupement d'éleveurs aussi. Et comment nous, on fait 5000 porcs à l'année. Donc là, suite à la mise en place des quotas, donc on diminue de 10%, donc 4500 porcs à l'année. Donc on a déclassé aussi, nous des porcelets en conventionnel pour réduire au plus vite, pour équilibrer l'offre et la demande. On a réduit aussi le troupeau de truies. Donc on fait à peu près 90 porcs par semaine. Et maintenant, aujourd'hui, on fait 70-75 porcs par semaine. Depuis septembre 2022, on a dû déclasser environ 400 porcs charcutiers. Donc pour l'instant, pour le moment, le différentiel, c'est la structure qui a pris au début. Parce que Bretagne Viande Bio, nous, on est un groupement, on est multifilière. On fait aussi des ovins, du bovin, du porc, du lapin et du veau, ce qui nous aide un peu par rapport à un groupement qui va être que porc. Et donc, nous, on fait que du porc carcasse. On a toujours fait du porc carcasse depuis sa création en 1991. Et aujourd'hui, au lieu de déclasser des porcs charcutiers, depuis un mois, on découpe quelques porcs pour faire du stock et qu'on congèle notamment pour en perspective de la loi Egalim, là, dans les 20% dans l'alimentation collective. C'est ça qui peut nous sauver, je dirais, demain. Voilà. Tu peux parler peut-être de la fac de Brest, parce que si on part sur les bonnes commandes, hein? On a la cuisine centrale de Brest qui eux, jusqu'à fin juin 2023, vont nous prendre du rôti. Ils nous font des commandes et en ce moment, on découpe des porcs, notamment pour eux.
Donc avec des marchés comme ça, demain, on pourrait équilibrer l'offre et la demande encore mieux. C'est ça qui peut... Jusqu'en juin, tu me Juin disais que 2023, ouais, c'est ça. Ça fait combien de ports rien que d'ici jusqu'à juin pour Ça BVB? fait 110 ports. Ça fait toujours à peu près à 110 ports chaque. Après, il y a toujours la problématique de l'équilibre de la C'est ça. carcasse. Ça, Ouais. c'est pas à négliger Ouais. dans les coûts. Et c'est ça. Donc après, il faut qu'on fasse un bilan financier si... en fait, il faut que ça nous coûte moins cher que le déclassement aujourd'hui. Ce qui sera pas le cas. Ce qui sera pas le cas. On fait des efforts vers la Restauco et tout, mais du coup, c'est pas rentable. Tant que le port est pas équilibré, ça sera pas le cas. C'est super, hein. C'est une marche Ah, on exceptionnelle. essaye. Et ça, c'est nouveau. C'est tout. Bah, c'est nouveau pour nous. Parce que nous, on a toujours été à équilibre. Là-dessus, il y a sûrement, sur la restauration collective, il y a sûrement d'autres initiatives, hein, mais c'est vrai que moi, en tant que producteur en vente directe, on a la possibilité de livrer des cantines si on nous demande. Moi, je suis installé depuis 2008. J'avais jamais été contacté par une cantine pour servir. Bon. Et puis, il s'avérait que en décembre, il y a la commune de Tréféan, le restaurant scolaire, qui m'a contacté et qui a dit, voilà, il y a la loi Egalim. Le maire, que je ne connaissais pas, il a dû dire il faut qu'on se mette en conformité, ou voilà. Et des fois on entend c'est compliqué quand on parle à des élus, ouais mais c'est compliqué les cantines et tout ça. Là c'était très simple. Elle m'a demandé mes prix, je lui ai donné mes prix, elle a passé une commande, je lui ai livré et ils ont réglé. Voilà. Non mais c'est simple la vie aussi des fois. Et tout ça pour dire que il ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais je lui ai dit, tiens, s'il y a un... Et il m'a dit que, donc depuis le 1er janvier, on les livre encore, et il m'a dit, je peux parler à sa place, que eux, à Tréféan, 65% des repas, enfin de la composition des repas est en bio, notamment la viande de porc, quoi. Voilà. Mais comme quoi, il y a sûrement des choses de possibles. Et il faut y croire et il faut lancer les choses parce que c'était un exemple parmi d'autres, mais il y a des choses qui se font quand même. Franchement, je pense que c'est. Il y a beaucoup de mairies, je vois déjà chez nous, des cantines, on gère avec une société, une autre société. Je pense qu'il y a certaines mairies qui font l'effet inverse, on y a réfléchi nous aussi. Et c'est vrai que si on reproduit localement, en fait, ça sera beaucoup plus facile à appliquer parce qu'on est directement concerné. C'est vrai que après, ça demande des moyens financiers. Il faut que tout le monde avance en même temps. Oui, c'est. Et je pense que il faut revenir à des petites structures en fait, de fabrication. Effectivement, il y a eu à un moment de temps les collectivités qui ont fait appel à des compagnies de restauration. Et là, je crois remarquer que de plus en plus de mairies reprennent en charge, ils vont au bout du contrat avec la compagnie de restauration, et de plus en plus reprennent en main en régie municipale. Donc ça, c'est quand même un bon point pour... Mais justement, il y a des élus, là, ils peuvent peut-être s'exprimer. Moi, je ne peux pas parler en tant qu'élu, je voulais demander ce que M. Sénateur disait par rapport au rôle d'un référent au sein des mairies, pourquoi pas. Alors moi, je suis élu dans une petite commune, on est 11 élus, puisque nous sommes plus ou moins 500 habitants. À ma charge, j'ai déjà au moins 3 délégations plus des références. Et sincèrement, il ne faut pas non plus nous embêter trop, quoi, parce que les élus locaux, c'est bien, mais en même temps, on a déjà, moi j'ai une activité à temps plein à côté, j'ai une famille. Je ne suis pas sûre que nous rajouter des références si c'est pour juste mettre un titre. Et votant principal, il faut un référent. Et au final, il n'y a rien de fait. Je ne suis pas sûre que ça soit très efficace parce que c'est ce qu'on constate actuellement. Moi, j'ai la délégation travaux, donc ça vaut bulletin, affaires sociales, communication. On a un référent incendie, il n'a encore rien fait actuellement. Il faut en nommer un. Le préfet a demandé un référent incendie parce qu'il s'est passé des incendies qui avaient eu dans tout. Voilà. Sincèrement, on a été nommé. Voilà. Donc, je ne suis pas sûre que nommer des référents, rajouter encore des échelons et tout. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la communauté commune sur l'OBC, actuellement, on a un référent pour le PAT,
qui est subventionné. Alors, le subventionnaire exact, je ne sais pas c'est qui, mais sachez que le subventionnement va être arrêté, parce que voilà, ça fait pendant tant d'années. Et actuellement, on dit, bah, qui c'est qui va payer ce référent PAT maintenant? Ça va être la collectivité, donc la communauté de communes, sauf que bah, ça rajoute un poste en plus qui n'a pas de financement. Donc, du coup, il est en suspens. Ce qui est dommage, parce que ce référent PAT intervenait justement sur les cuisines collectives. Nous, ici, on a sur l'OVC, il y a Convivio à Malais 3. Et puis, voilà, donc, parce qu'il n'y a justement plus ce subventionnement qui pourra permettre de mettre une fonction possible. Et par rapport à l'introduction de la viande au porc bio en restauration collective, en tant qu'élu, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, dans ma petite commune, nous, on a une petite école avec quelques élèves, donc on fait appel à une société, c'est pas une cantine communale, c'est l'école qui gère. Donc on n'a pas de regard là-dessus. Après, peut-être qu'il faudrait qu'on ait peut-être un regard en effet sur tous ces collectifs, là, ces entreprises qui, je ne sais pas, ils doivent bien avoir des référents, ou c'est plutôt à eux, à ce niveau-là, qu'il faut agir sur ces industriels-là qui font de la cuisine collective. À Vannes, il y a le Sylvom qui fait de la cuisine pour tous les hôpitaux du secteur, désormais. Moi, je travaille à Fleury-Hermel, je sais que Malais 3, tout ça, c'est les hôpitaux avaient leur cuisine jusqu'à encore quelques années, que ce soit à Malais 3, que ce soit à Fleury-Hermel, et au final, de plus en plus, tout est délocalisé, tout est fait à Vannes, tout est bien dans les hôpitaux. Donc maintenant, nous, on n'a plus la main non plus sur Fleury-Hermel, sur ce que tout vient des publics, puisque tout est fait à Vannes. Donc c'est agir directement, peut-être au sein de ces unités de fabrication, qu'il faudrait faire avec peut-être des références et des conseils à apporter, je ne sais pas. Mais nous, en tant qu'élu local, moi je ne peux pas, mis à part voilà, être avec vous aujourd'hui. C'est vous qui les payez quand même ces structures. Ben ouais, vous avez le droit de me dire. Moi, je suis il y a une prestation. Oui, il y a un cahier des charges, il répond au cahier des charges. Mais en fait, je me permets d'intervenir. Je suis aussi représentant des parents d'élèves au conseil d'école. Donc, une fois par trimestre, on a, avec le fournisseur de repas de la cantine, le menu, on valide. Donc, il nous fait son truc, voilà, il y a 30% de bio, 30% de local, voilà. Mais si les élus locaux disent, oui, mais attendez, là, vous pouvez améliorer le système, on a des producteurs bio et locaux, et vous ouais, merci, chez eux, et ben, je pense qu'il y a moyen de mettre la pression justement sur ces prestataires de services. En tant qu'élus locaux, c'est vous qui payez la facture. Mais nous non plus. Nous c'est pas une régie, il n'y a pas de cantine, c'est les repas qui sont livrés et réchauffés. Donc il y a un contrat de prestation. Je pense que là, la personne qui s'occupe de l'école et de l'affaire scolaire si tous les élus locaux le faisaient, je pense qu'il y aurait vraiment moyen d'avoir plus de bio et de local dans les menus des enfants. Nous, on a mis ce référent et des DPAT sur la communauté de communes qui actuellement se pose dans la fin de l'année. On a la discussion jusqu'à la fin de l'année, mais la question est faite, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Comment on rémunère ce poste? Est-ce qu'on le maintient? Est-ce qu'on en était là? Et après du conseil, après du collège, Moi, je suis vice-présidente à la communauté de communes Nord-Est-Atlantique. Et je suis désolée, j'ai rectifié les poils. Et on est en charge du programme alimentaire, du déploiement du programme alimentaire territorial. On a obtenu un label à la suite d'un dossier en 2021. Et on travaille fortement au rapprochement consommateur-producteur. Alors, on travaille avec le conventionnel et avec le bio, avec le GAP 56 notamment, parce qu'on ne souhaite pas opposer les deux modes de production, mais ce qu'on valorise, c'est la production la consommation et la production de produits locaux de qualité, et donc forcément le bio il y a toute sa part, et on travaille donc sur la promotion de la loi Egalim et du respect des 20%. Donc on a eu plusieurs actions auprès des cantines, il y en a quand même pas mal, on est sur 24 communes, et sur les 24 communes, si mes souvenirs sont bons, on doit avoir 12 communes j'ai peur de me tromper, mais c'est 12 communes en gestion directe.
ces communes en gestion directe, souvent, travaillent avec des producteurs locaux et des producteurs bio, donc, sur... Mais qui, s'il vous plaît? On est deux du Puvigné, moi j'ai jamais été contacté par ACTA. Alors, non plus. je vais vous en parler parce qu'on a fait l'année dernière un atelier avec producteurs et consommateurs. Et il y avait vraiment l'une des difficultés, je reviendrai après sur la suite de mon propos, mais l'une des difficultés, c'est vraiment ce rapprochement avec les producteurs parce qu'il y a de la demande, il y a de l'offre, mais souvent pour les producteurs c'est difficile parce qu'ils ne peuvent pas faire des livraisons. Il faudrait trouver une plateforme. Il y a une plateforme. Aujourd'hui, c'est pas une difficulté, justement, via les groupements, oui, mais là, on n'a pas. C'est plus une limite aujourd'hui, ça. Pardon. C'est plus une limite, en fait, il y a des salaisonneries, il y a de quoi approvisionner la totalité de. Eh ben, de ce type de demande. Je suis surpris que vous n'ayez pas forcément. On a, à la suite de ce oui, moi je pense qu'il y a un truc, il y a quelque chose qui manque au niveau de cette. Alors, j'entends votre propos, mais moi je je suis pas là pour vous mettre en porte-à-faux, mais voilà. Non, mais je veux dire, c'est dommage parce qu'on avait fait pour cet atelier notamment. On avait visé large et c'était animé par le GAB, avec le GAB 56. Donc je suis... bon, mais c'est à fait. Ce que je veux dire, c'est qu'on a ce travail de rapprochement producteur-consommateur, le travail sur la restauration collective qui porte ses fruits quand même, parce que pour nous, la proportion de bio est beaucoup plus proche du 20%, voire même supérieure pour différentes quantités. On s'appuie également sur des communes, notamment au Rèche, pour qu'on va intervenir, qui travaille beaucoup sur le bio. Et puis... je confirme pour... Oui. J'ai été contacté par la Ville. Voilà, donc j'en suis... Et on travaille aussi, on a travaillé avec les cuisiniers, avec des ateliers, des choses comme ça. Et on poursuit ce travail sur les produits locaux avec... on travaille avec la CCI là, pour lancer sur toute une zone commerciale, Porte-Océane, des paniers de produits locaux, dont bio, parce que ont répondu à notre appel d'offres plusieurs producteurs bio, pour que dans les entreprises, on essaye de trouver des solutions pour que dans les entreprises, il y ait des paniers qui puissent être livrés, payés, consommés. Donc il y a cette initiative. Il y a un autre, on a une autre plaquette de produits de producteurs locaux sur tout le territoire, qu'on a mis à disposition sur les marchés et sur les marchés pour tous les producteurs locaux et qui marche bien parce que il y a une signalétique particulière pour les producteurs locaux et pour les producteurs bio. Et puis, d'autre part, je vous dis certainement, on a plein d'initiatives. On a une dernière initiative là, qu'on vient de lancer pour le rapprochement des producteurs et des restaurateurs. Et là, on lance toute une enquête là-dessus et ça marche bien. Enfin, on a pas mal de réponses d'une cinquantaine de restaurateurs qui seraient intéressés pour pour acheter des produits de ce type. Moi, je suis inquiète effectivement de ce que vous indiquez personnellement par rapport aux enfants, tout ce que vous disiez sur la liaison entre l'environnement, sur les intrants, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup, donc j'ai une sensibilité proche de vos préoccupations. Et c'est pour ça que je suis venue, d'ailleurs. Et parce que chouette, c'est qu'on puisse continuer à approfondir. Je sais qu'on a 3 producteurs bio sur le territoire, 19 producteurs en tout, et a priori, il y avait 3 producteurs. Sur les chiffres 2020, on a 3 producteurs bio
le territoire d'Acta. Et donc, du coup, j'en profite parce qu'on serait intéressé par rapport notamment à la restauration collective où on a cette difficulté de la mise en rapport. Travailler sur la restauration collective. Voilà, tout à fait. Et elle m'a rapporté effectivement qu'avec beaucoup de collectivités, le problème et le blocage était sur effectivement ce que vous pointez du doigt, l'approvisionnement et la volonté des élus de s'approvisionnement directement chez le producteur. Maintenant, là, on est sur une filière qui est organisée. C'était l'objectif du plan de développement de la bio, de s'organiser en filière. Donc, il y a des groupements qui sont là aujourd'hui et qui ont beaucoup œuvré pour ça et qui aujourd'hui sont dans une difficulté telle qu'ils sont obligés de parler de déconversion. Et donc, c'est quand même des agriculteurs du territoire, même s'ils font pas de la vente directe, qui sont sur votre territoire, sur les territoires de tous les élus locaux, qui peuvent passer par ces groupements-là pour vous approvisionner. Et ça, je pense qu'il faut que les élus puissent l'entendre pour aller plus loin, quoi, tous ensemble. Très bien. Monsieur Olivier, moi, je voulais rebondir par rapport à la difficulté qu'il peut y avoir dans les petites communes sur gérer la cantine. Partager une expérience. Vendredi, on était en permanence parlementaire dans une petite commune, donc Sainte-Anne-sur-Vilaine, qui doit avoir 2 ou 3 classes dans son école. Et en fait, la commune juste à côté, la Blanche, qui est à peu près de la même taille, il y a, là, au début de l'année, suite à un diagnostic des enfants, les enfants ont dit on a marre de mal manger à la cantine, pour rester poli. Et du coup, ils ont décidé de passer en régie, mais sur leur commune, du coup, c'était pas suffisant. Ils sont allés voir les petites communes qui sont autour. Et en fait, en agrégeant comme ça sur toutes les cantines scolaires, du coup, leur régie, elle a suffisamment débouché. Elle va voir le jour là à partir de septembre. Et je pense que du coup, c'est des choses intéressantes aussi pour les petites communes, parce qu'effectivement, quand on a vu deux classes, 40 repas par jour, c'est pas suffisant. Mais si on agrège comme ça, ça peut créer des débouchés. Nicolas et puis monsieur après. Moi je voulais juste rappeler aussi que quand on va en filière longue, nous on est en filière plus courte en temps direct. En filière longue il y a des difficultés. Nous notre difficulté qui arrive c'est que on n'a plus d'outils comme un abattoir de proximité où c'est un peu compliqué là. Donc alors on parle de faire de vouloir mettre du bio et du local dans les cantines, dans la restauration collective, mais il va falloir aussi nous donner les outils pour le faire, ça, parce que là, dans le Morbihan, il ne nous en reste plus que un à Vannes. Ouais, Sébastien. Donc voilà, c'était juste pour en profiter tant qu'il y a des élus pour remettre une petite couche encore. Non, mais vous avez raison, c'est une question qui se pose. Et moi, ça fait une vingtaine d'années, une vingtaine d'années qu'on est installé aussi en port. La restauration collective, ça fait 20 ans que j'en entends parler. J'ai l'impression que ça ne bouge pas. Des réunions de fête, des rencontres, après, c'est au maire aussi de taper un peu de poing sur la table pour faire quelque chose, parce que des réunions, ça n'avance pas. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça n'avance pas du tout. Ouais. Donc une sensibilisation plus grande des élus. Je pense, et puis que les maires aussi prennent leur responsabilité d'arrêter de se cacher derrière des conviviaux, des sociétés, quoi. Enfin, comme aux communautés de communes. Est-ce que c'est normal que c'est une municipalité de prendre l'initiative de faire une cantine pour son école, pour les communes voisines? Est-ce qu'une communauté de communes ne peut pas faire une grosse cantine pour toutes les écoles, les hôpitaux, les EHPAD? J'entends bien, la difficulté, c'est qu'on a 24 communes qui sont assez disséminées sur le territoire. Mais, non, mais ça d'accord, mais alors il faut comment. On dit que les communes régler le problème des communes. Moi j'ai l'impression qu'on ne règle rien du tout,
on dépense encore plus d'argent public entre les communes, les communautés de communes, quoi. Il y a un empilement de choses, quoi. À un moment donné, faut que les élus prennent leur responsabilité, soit la communauté de communes, soit aux communes. Enfin, c'est possible, quoi. Enfin, voilà. Moi, j'appuie les propos de Nicolas, c'est que du coup, tant qu'il n'y aura pas un arbitre à sortir le carton jaune, les 20%, elles ne datent pas d'hier, quand même, ça fait des années. Tant qu'il n'y aura pas quelqu'un de dire, mais là, en fait, vous n'êtes pas bon, il faut l'objectif de 20%, à mon sens, comme Nico, ça va s'enliser, ça patine, ça mène à rien. Là, aujourd'hui aussi, on est avec des éleveurs installés, mais je tenais à faire remonter aussi le manque cruel d'installation. Alors, c'est encore plus vrai en volaille avec le contexte de grippe aviaire et les claustrations imposées aux éleveurs. Et du coup, depuis 1 an et demi, il n'y a plus une seule installation en volaille plein air en Morbihan, ce qui est un signal quand même assez alarmant. Dans le contexte, il n'y a plus de jeunes qui veulent s'installer à faire ça. Tant qu'il n'y aura pas des bons signaux favorables à la bio, je pense qu'on va dans le même. Nous, on donne une aide à l'installation de 3 000 € et on bonifie quand c'est en bio avec 1 000 € supplémentaires. Donc, on fait ici, on le fait depuis plusieurs années, on l'a fait avec le Pays d'Auvergne. On le fait maintenant à la on favorise, on a vraiment fait cet effort. Nicolas, on va... Non, mais je vais dire qu'une aide à l'installation à 100 000 €, à 1 500 €, par une boîte des communes, là. Enfin, franchement, pour moi, c'est de la connerie. Ça sert à rien. C'est non, enfin, c'est juste faire plaisir à quelques pays de droite à gauche, là. Mais globalement, pour des entreprises comme nous, 1 500 €, ça fait un petit peu sur le journal, quoi. On peut pas la rémunération. On va, monsieur, ouais, et puis après Nicolas, et puis on va. Ouais, Rémi Bellet, premier adjoint à Plessé. Alors je suis plutôt Rémi Bellet, premier adjoint à Plessé, plutôt Loire-Atlantique là, et puis vice-président de Redon Agglomération en charge aussi du PAT et du PCAET. Je ne sais pas par où commencer parce qu'il y a plein de choses à dire en fait. Moi je suis d'abord paysan en fait sur une production laitière et je livre à Biolay. Alors forcément en fait les difficultés économiques on les a vues. Voilà, j'ai une toute petite exploitation, je fais 100 000 litres de lait avec 35 vaches laitières. On a eu des gros soucis en fait dans les années 2003-2006 où on vendait en fait notre lait en dessous du prix conventionnel. Et du coup en fait plusieurs paysans en fait sur le Loire-Atlantique on s'est dit on va tous se mettre en agribif pour montrer en fait quelque part au pouvoir public qu'il y a des grosses difficultés parce qu'au bout d'un moment en fait on peut bien discuter à droite à gauche mais quand même quand on tape en fait les préfectures, quand on tape le conseil départemental ou régional, je pense qu'il va falloir y aller aussi de dire voilà on est quand même en difficulté financière, faut pas avoir peur de le dire et puis on fait des dossiers d'agribif tous ensemble en fait et du coup ça a fonctionné quelque part parce qu'on a été aidé déjà en fait on a eu en fait un plan en fait financier sur nos emprunts en fait sur plusieurs années. Bon bref, je pense qu'il y a des choses qu'il faut aller en fait, c'est qu'il faut aller collectivement en fait voir les gens et du coup en fait voilà ça a aidé en fait quelque part nous producteurs et ça a aidé aussi le Biolay en fait dans son déploiement après quelque part. L'autre chose du coup, moi je suis premier adjoint à PC, on a beaucoup parlé de restauration collective. Alors la restauration collective c'est bien, mais en fait c'est pas grand chose en fait dans l'alimentation en règle générale. Et puis nous, nos petites communes, voilà, le PC, en fait, on va passer en régie directe, on arrête en fait de travailler aussi avec un prestataire extérieur, parce qu'en fait, on veut avoir la main en fait sur l'agriculture et sur la filière agricole. On s'est dit en fait que, on a parlé d'installation, voilà, le gros de la chose, c'est que faut absolument en fait installer des gens. Et pour installer des gens en fait sur nos communes, eh ben faut avoir, par exemple comme chez nous, en fait le premier adjoint qui s'occupe de l'agriculture déjà, et pas forcément un premier adjoint qui s'occupe des finances, parce que quelque part en fait, ce qui est bien en fait dans les communes, c'est aussi la vie autour en fait des gens quoi. Et la vie économique, la vie agricole en fait dans nos petites communes, c'est ultra important. Donc on s'est dit bah du coup voilà, on va s'occuper de l'agriculture. Bon au moins là en fait sur 3 ans là, on a monté en fait une politique agricole communale en fait sur PC. On a eu 25 départs, 25 installations.
parce que en fait, on a été chercher en fait les porteurs de projets, parce qu'on a été chercher aussi les gens qui cédaient leur exploitation pour leur dire on va travailler avec vous sur votre exploitation. Je pense que c'est ultra important. Et du coup, en fait, on garde aussi nos petites exploitations parce que voilà, on a parlé de 2 agricultures tout à l'heure là. Moi, vraiment, l'autre, il va falloir arrêter d'être gentil aussi, quoi. Parce qu'il y a quand même une agriculture qui pollue et l'autre qui pollue pas. Et qu'au bout d'un moment, moi, je me suis fait taper sur les doigts en disant oui, tu crées du clivage entre les agricultures. Je dis non, je crée pas de clivage. Il y en a une agriculture qui pollue et l'autre qui pollue pas, point final, quoi. Et il va falloir aussi communiquer là-dessus, nous, parce qu'on a quand même, en fait, du poids, quoi. Voilà, à Redon Agglomération, on va mettre encore 7 millions d'euros pour changer une station de traitement de l'eau, quoi. Et pourquoi? Parce qu'encore il y a des pesticides dans l'eau et tout ça, quoi. Mais je mets jusqu'à quand on va travailler comme ça? Puis du coup, bah voilà, on hésite à mettre. Là, je vais arriver sur le plan alimentaire du territoire. On hésite à mettre, par exemple, 100 000 euros en fait sur le plan alimentaire du territoire. Mais je dis mais pourquoi, quoi? Alors qu'on a besoin d'agriculteurs bio, on a besoin en fait de créer des filières. On a besoin aussi, alors du coup aussi, ok, il y a des groupements. Mais en fait, pour aider aussi les petites communes à avoir en fait des produits bio en fait dans leur registre direct, il va falloir aussi voilà, aider aussi les structures qui s'appellent Manger Bio, parce qu'en fait pour faciliter en fait le travail en fait des régies directes, les cuisiniers ils aiment bien appeler qu'une structure. Commercialement, il va falloir qu'on se mette tous ensemble à un moment ou l'autre pour qu'il y ait aussi en fait qu'on facilite le boulot des cuisiniers, quoi. Et puis voilà, moi je dis en fait la restauration c'est direct, c'est pas grand chose, mais il y a quand même en fait des grandes villes en fait autour de nous, quoi. Nantes c'est 21 000 repas par jour, quoi. Rennes je sais plus combien, mais et du coup en fait on doit en fait quelque part nous paysans en fait au niveau du monde rural là, alimenter en fait ces cuisines là, quoi. Et comment en fait aller voir en fait ces collectivités là et leur dire voilà il y a des paysans et des paysannes en fait qui triment en fait à côté de vous, qui font tout, qui mettent tout en œuvre en fait pour que l'eau soit de super qualité et tout ça. Comment vous en fait vous pouvez pas venir nous chercher des produits, quoi. Je pense qu'il va falloir aussi travailler aussi là-dessus. Et puis dernier truc, je sais plus, vous l'avez dit en fait, je pense que où on a le plus d'action, c'est quand même les communes, quoi. Des fois en fait on se dit bah voilà les élus ils ont pas beaucoup la main, ils ont pas, alors que on le voit bien en fait quand tu es adjoint, maire ou conseiller municipal dans une commune, tu peux faire beaucoup de choses, quoi. Alors juste je dis prenez le pouvoir, quoi, parce que je pense qu'au bout d'un moment va pas falloir laisser le pouvoir aux autres. Et que du coup, je pense qu'on a besoin en fait de paysans et de paysannes en fait au niveau des communes. On a besoin aussi des gens en fait qui partagent les choses au niveau des communes. Donc voilà, je vous souhaite en fait de prendre le pouvoir assez rapidement. Une dernière intervention, Nicolas, et puis après. Quelques chiffres, 2 chiffres à donner. Le premier, c'est qu'au niveau des porteurs de projets, aujourd'hui au niveau national, 40% des porteurs de projets veulent s'installer en bio. Alors c'est pas ceux qui s'installent forcément, mais c'est quand même un chiffre encourageant. Voilà, à noter que 40% des jeunes ou des porteurs de projets veulent le faire en bio. Et le deuxième, qui est un peu moins réjouissant, c'est la loi Egalim. On parle de 20% de produits bio, mais c'est 20% en tarif sur les produits bio, malheureusement. Et donc je pense que la loi, il faudrait qu'elle aille plus loin. On parle de la loi Egalim 3. Mais je pense qu'il faudrait au moins 20% des volumes en bio plutôt que 20% des montants des achats en bio, quoi. Bon, là, je pense que vous êtes tous à l'écoute, mais il y a d'autres personnes qui le savent et qui du coup respectent trop précisément ce chiffre. Mais si on respectait 20% de volume en reste co, ça serait plus d'1 milliard d'euros de bénéfices supplémentaires pour la filière bio, et je pense que déjà ça aiderait beaucoup. Voilà. J'aurais juste besoin de savoir si certains d'entre vous, si les structures étaient intéressés pour tenter de travailler sur une mobilisation d'élus. Ah bah oui, nous on est preneurs et oui, complètement. Juste un petit truc par rapport. Il y a une difficulté qui nous a été soulevée aussi par les cantines, c'est les le découpage de la viande pour que ce soit rentable. Bah après, il faut prendre contact avec les groupements, c'est eux qui sont capables de faire du caissier, que ce soit BVB, Biodirect ou Niveau. Tout à fait. Mais c'est une question qui nous a été souvent soulevée par les cuisiniers, notamment. Enfin, par les gens qui s'occupent.
Et alors, ouais, tu disais, Joël, non, qu'on pouvait organiser une mobilisation des élus, quoi, c'est ça? Oui, avec un premier temps de réflexion à quelques-uns représentant les structures et quelques élus intéressés pour qu'on voit comment on peut. Mais l'idée, en bossant avec, ça c'est valable aussi pour les autres départements, l'association des maires, le conseil départemental qui sont tous concernés, une communication forte là-dessus. Alors l'idée d'un référent, pour moi, ça fait que le conseil municipal désigne quelqu'un qui n'est surtout pas quelqu'un qui a déjà plein de délégations. Il y a toujours un conseiller municipal intéressé, et d'ailleurs souvent qui n'ont pas assez de délégations, qui soit le référent, dont c'est la responsabilité de voir avec ses collègues, de voir avec son terroir la vie économique et agricole dans ce sens-là. Une autre chose qu'on va demander publiquement, mais ça pourrait partir du Morbihan, il y a la restauration collective directe, en gestion directe, il y a la gestion déléguée, ces grosses boîtes là qui fabriquent les repas, puisque c'est la loi, que les pouvoirs publics leur imposent, et que ce ne soit pas la commune qui a besoin de le demander, leur impose d'appliquer la loi. 20% de bio, 50% de local. Juste, je profite qu'il y a le gars. On a fait un atelier qui était vraiment super et qui marche bien parce que sur l'utilisation de l'outil Ma Cantine, où on a fait une enquête avec une personne a relevé tous les prix, de toutes les denrées, étudié toutes les factures. Et on a travaillé avec les responsables de cantine et puis qui font les commandes de façon à pouvoir surveiller, notamment en gestion concédée, pouvoir surveiller, parce que derrière le bio, des fois ils nous mettent, ça vient du bio qui vient de je sais pas où, donc ça perd quand même de ses qualités, et de travailler sur les quantités, sur les prix, et avoir dans le cahier des charges, on a travaillé avec le gars pour améliorer le cahier des charges, pour que ce cahier des charges soit surveillé par les responsables, pour que ce soit bien respectueux des quantités pour la loi Egalim. Oui, il y a des outils, effectivement. Il y a des outils qui sont en plus très intéressants qui ont été faits là-dessus. Je ressens vraiment des esprits, parce que je pourrais mettre ma batterie là, c'est vraiment sincère. Je relève